Votre carrefour de l'information se poursuit sur Médien TV. Je vous propose de voir ensemble les titres de votre journal. La mobilisation contre la décision de Donald Trump de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël continue. Au Maroc, une nouvelle marche de solidarité envers les Palestiniens a eu lieu hier à Rabat. D'autres manifestations se sont déroulées ailleurs dans le monde, vous le verrez. Laisse une chance à la paix, c'est ce qu'a martelé Emmanuel Macron à Benyamin Netanyahou hier à Paris. Vous l'entendrez, le président français a appelé le Premier ministre israélien à faire des gestes envers les Palestiniens et rappelé sa désapprobation suite à la décision de Donald Trump. Et puis en Irak, pour fêter la victoire militaire contre le groupe terroriste Daesh, les différents corps de l'armée ont défilé dimanche à Bagdad. La victoire avait été annoncée samedi par le Premier ministre Heider El-Abadi. On commence dans la capitale marocaine, Rabat, où une nouvelle manifestation s'est déroulée hier. Une manifestation pour protester contre la décision du président américain Donald Trump de reconnaître la ville sainte d'Al-Quds comme capitale d'Israël. Les participants dénoncent les conséquences d'une telle annonce. Souha Abouta. Al-Quds, capitale de la Palestine. C'est ce qu'indiquaient les banderoles des centaines de milliers de manifestants descendus hier dans les rues de Rabat. Hommes, femmes et enfants, tous ont protesté d'une seule et même voix contre la décision du président américain Donald Trump de reconnaître la ville sainte d'Al-Quds comme capitale d'Israël. Les manifestants, surpris par l'annonce du président américain, dénoncent les répercussions d'une telle décision sur la stabilité dans la région du Moyen-Orient et dans le reste du monde. On a été très choqués au fait, parce qu'on s'attendait à avoir deux États, palestiniens et israéliens, mais là, ça ne va pas dans le sens qu'on voulait. La décision américaine a naturellement provoqué le gel de toutes les démarches positives visant l'établissement d'un État palestinien indépendant avec comme capitale Al-Quds. Cette manifestation nationale de solidarité avec le peuple palestinien est à l'initiative du groupe d'action nationale de soutien à la Palestine et l'association marocaine de solidarité avec la lutte palestinienne. Elle réaffirme l'engagement du peuple marocain pour la cause palestinienne. Al-Quds est une ligne rouge à ne pas franchir. Les peuples de l'ensemble de la Oumma arabe et islamique soutiennent les Palestiniens dans leur lutte contre l'occupation israélienne. Tous les peuples du monde ont été ahuris par la décision de Donald Trump de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël. La grande marche de Rabat vient réitérer l'attachement de toutes les couches du peuple marocain à la cause juste du peuple palestinien. Rejetant les critiques internationales, l'ambassadrice américaine auprès de l'ONU, Nikki Haley, a affirmé hier que la décision du président Donald Trump allait aider le processus de paix au Proche-Orient. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a au contraire estimé que la décision américaine risque de compromettre les efforts de paix. D'autres manifestations ont eu lieu hier dans le monde, notamment dans les territoires palestiniens. D'ailleurs, ils ont justement opposé des Palestiniens aux forces israéliennes. Depuis 4 jours, les violences ont coûté la vie à 4 Palestiniens. Plus de 1000 autres ont été blessés. Et puis au Liban, plusieurs centaines de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés près de l'ambassade américaine située dans la localité de Aoukar, au nord de la capitale Beyrouth. Certains ont jeté des pierres vers les forces de sécurité qui ont, elles, utilisé des balles en caoutchouc, des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Plusieurs manifestants ont été blessés. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, doit se rendre au Caire ce lundi. Il doit y rencontrer le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Objectif, discuter de Jérusalem. Mahmoud Abbas a par contre décidé de ne pas rencontrer le vice-président américain Mike Pence, alors que ce dernier doit se rendre fin décembre au Proche-Orient. Les responsables palestiniens refusent une fois de plus le dialogue, a par conséquent estimé dimanche Jarod Hagen, son secrétaire général adjoint. Il est malheureux que l'autorité palestinienne s'éloigne une nouvelle fois de l'opportunité de discuter de l'avenir de la région, a expliqué à nouveau Jarod Hagen. D'autres responsables de la région ont également fait savoir qu'ils ne rencontreraient pas Mike Pence, notamment Ahmed Al-Tayeb, le grand imam d'Al-Azhar, influente institution de l'islam basée au Caire, mais également le pape Tawadros II de l'église copte orthodoxe d'Égypte.
Autre rencontre cette fois entre le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou hier à Paris. À cette occasion, Emmanuel Macron l'a appelé à faire des gestes envers les Palestiniens, des gestes pour raviver le processus de paix après la défiance suscitée par la déclaration unilatérale des États-Unis sur Jérusalem. Laisse une chance à la paix, c'est ce qu'a martelé le président français qui a rappelé son désaccord suite à l'annonce de Donald Trump, annonce qui selon lui ne sert pas à la paix. Emmanuel Macron a également affirmé sa volonté de voir naître 2 États. Je vous propose de l'écouter. Et je partage totalement ce qu'a dit le Premier ministre Netanyahou quand il a dit qu'il faut laisser une chance à la paix. Je lui dis, laisse une chance à la paix. Fais un geste vers les Palestiniens. La paix, elle ne dépend pas des États-Unis tout seuls, de leur côté, ou de la France tout seul. Elle dépend de la capacité des 2 dirigeants, israéliens et palestiniens, à la faire. Give a chance. La France tient à ce que 2 États en paix, avec des frontières internationalement reconnues, puissent voir le jour dans la région entre Israël et la Palestine. Et dans ce contexte, j'ai en effet ainsi expliqué au Premier ministre Netanyahou ma désapprobation des déclarations récentes du président des États-Unis que la France juge contraires au droit international et dangereuse pour la paix. Dangereuse pour la paix parce qu'elle ne me semble pas servir à court terme la cause de la sécurité, y compris d'Israël et des Israéliens eux-mêmes. Et puis ce lundi, le Premier ministre israélien rencontre à Bruxelles les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Une réunion qui, comme sa visite à Paris, était prévue avant l'annonce du président Donald Trump sur Al-Quds. Benjamin Netanyahou doit aussi s'entretenir avec le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. La délégation du gouvernement syrien a rejoint à nouveau les pourparlers de paix de Genève hier, pourparlers dont la 8e session se tient sous l'égide des Nations Unies après une semaine d'absence. Conduite par l'ambassadeur de Damas auprès de l'ONU, Bachar el-Jafari, la délégation avait quitté plus tôt dans la semaine les discussions supervisées par le médiateur international Staffan de Mistura. Les représentants de Damas avaient qualifié de provocateur et d'irresponsable la position de l'opposition. Elle exige en effet le départ du président Bachar el-Assad avant tout règlement politique du conflit. Après avoir organisé 7 cycles de pourparlers infructueux depuis 2016, le médiateur de l'ONU veut concentrer les négociations sur la rédaction d'une nouvelle constitution et sur l'organisation d'élections législatives. Les différents corps de l'armée irakienne ont défilé dimanche à Bagdad pour fêter la victoire militaire contre le groupe terroriste Daesh. Une victoire annoncée samedi par le Premier ministre Haider el-Abadi. La parade militaire a eu lieu sur la place du monument aux soldats inconnus, dans la zone verte, un secteur ultra protégé de la capitale où se trouvent les principaux ministères et les ambassades. Des hélicoptères et des avions de combat ont survolé le ciel, vous le voyez sur ces images. Au début du défilé, le Premier ministre Abadi a salué les familles des martyrs, ces membres des forces armées tombés au combat contre les terroristes. Daesh s'était emparé du tiers de l'Irak en 2014 lors d'une offensive éclair mettant la main sur la quasi-totalité des régions dans l'ouest, le centre et le nord du pays. Un tribunal turc commence à juger aujourd'hui l'auteur présumé de l'attentat contre une discothèque d'Istanbul au Nouvel An. Attentat qui a fait 39 morts, pour la plupart des touristes étrangers. Abdelkadir Masharipov, un Ouzbek qui a avoué avoir commis cette attaque revendiquée par Daesh, comparaîtra avec 56 complices présumés. Le procès se tiendra à Silivri, près d'Istanbul. Le procureur général d'Istanbul a d'ailleurs requis 40 fois la prison à vie contre Masharipov, âgé de 34 ans au moment de l'attaque. Il est accusé notamment d'homicide volontaire et de tentative de renversement de l'ordre constitutionnel. On revient sur le continent au Kenya. L'opposition a repoussé sine die hier l'investiture comme président par l'Assemblée du peuple de son leader Raila Odinga, sans pour autant y renoncer. Le jour de la cérémonie d'investiture du président sortant Uhuru Kenyatta, le 28 novembre dernier, Raila Odinga avait promis à ses partisans qu'il serait lui-même investi président le 12 décembre, donc demain, par l'Assemblée du peuple. Une initiative au contour assez flou lancée par l'opposition dans le cadre d'une campagne de résistance. Cette promesse suscitait l'inquiétude de nombreux observateurs qui redoutaient qu'elle ne ravive les tensions. Des tensions après 4 mois d'un processus électoral ayant profondément divisé le pays et alors que le calme est revenu depuis fin novembre.
Au Venezuela, le président Nicolás Maduro a revendiqué hier une large victoire aux élections municipales, des élections boycottées par les principaux partis d'opposition qui devraient être exclus de la présidentielle de 2018 où il visera un nouveau mandat. Nous avons gagné plus de 300 mairies du pays sur les 335 contre 242 actuellement. C'est ce qu'a affirmé le dirigeant socialiste lors d'un meeting organisé à Caracas. Peu auparavant, le CNE avait déclaré le chavisme victorieux dans au moins 20 des 23 capitales régionales. 6 mois après une vague de manifestations qui exigeait son départ et inquiétait la communauté internationale par leur violence, Nicolás Maduro semble avoir repris le contrôle de la situation et renforce donc son hégémonie sur le pays. Le président philippin Roberto Duterte a lui demandé au Congrès de prolonger jusqu'à fin 2018 la loi martiale contre les rébellions extrémistes et communistes. Dans une lettre aux parlementaires ce lundi, le chef de l'État explique que la prolongation de l'état d'urgence est nécessaire dans le tiers sud du pays pour donc contenir la rébellion de musulmans radicaux, mais aussi faire face à la menace grandissante que pose la guérilla communiste. Le président avait imposé la loi martiale en mai à Mindanao, une île de 20 millions d'habitants, en raison d'un soulèvement de terroristes se réclamant de Daesh dans la ville de Marawi exactement. Des centaines de combattants avaient pris le contrôle de quartiers entiers de cette agglomération, principale ville musulmane d'un archipel à majorité catholique. Au Maroc, à présent, Saad Eddine El Othmani est devenu le nouveau secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement. Il a été élu hier au terme du 8e congrès national du PJD qui s'est tenu donc ce week-end à Rabat. Il a obtenu exactement 1006 voix contre 912 pour Driss El Hamazi. Le PJD a donné une nouvelle leçon de démocratie interne, a affirmé Saad Eddine El Othmani, tout en soulignant la nécessité pour cette formation politique d'aller de l'avant dans sa mission réformatrice. Par ailleurs, il a fait savoir que parmi les priorités de la prochaine étape figure le lancement d'un dialogue interne avec pour objectif d'élaborer une nouvelle vision en ce qui concerne les structures et le statut du parti. On reste au Maroc pour une alerte météo cette fois. De fortes pluies accompagnées par des rafales de vent sont prévues ce lundi dans plusieurs provinces du royaume. Selon la direction de la météorologie nationale, des pluies fortes allant de 35 à 60 mm sont prévues de 8h à 14h dans les provinces de Tanger, Tétouan, Larache, Chefchaouen, Kenitra ou encore Sidi Slimane. La direction de la météorologie prévoit également de fortes pluies de 11h à 22h dans les provinces de Rabat, Salé, Srira, Temara, Mohamedia, Casablanca et Marrakech. Les fortes rafales de vent de 60 à 90 km/h se sont déjà fait sentir à Tanger. Elles gagneront d'autres provinces dans la journée. Enfin, sachez que des chutes de neige sont également prévues aujourd'hui à partir de midi, notamment dans les provinces d'Ifrane, Beni Mellal, Midelt, Sefrou et Ouarzazate. Et on termine ce journal en France où les téléphones portables seront bientôt bannis des écoles. Le ministre français de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, l'a annoncé hier. Les téléphones portables seront donc interdits dans les écoles et les collèges à compter de la rentrée 2018. Des associations de parents d'élèves s'interrogent sur notamment la faisabilité de cette mesure. En effet, dans un grand établissement de plusieurs centaines d'élèves, on peut se demander où seront mis les portables ou encore comment seront-ils gardés. Nous sommes en train de travailler sur cette question pour les modalités, a lui assuré le ministre de l'Éducation nationale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous. Votre carrefour de l'information se poursuit sur Média TV.